Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Index Focus en compagnie de Mister Za, Mister Za, le plus grand joueur sub de ces dernières... tout l'univers. de tout l'univers de la Terre. Donc aujourd'hui, Faction Focus Son of Behemoth, ça tombe bien, c'est peut-être pas le plus long. Il est vrai, 7 War Scroll, je crois. Par contre, on a plus d'artefacts que les copains. Donc Son of Behemoth, une allégeance assez particulière, qu'on a pas mal vu en V3 avec l'allégeance du King Brood. Oui, qui a permis de remettre au goût du jour l'armée qui était vraiment trop faible dans la méta. Ouais. Donc, Malgré que certains disaient que c'était une allégeance mauvaise, oui, il s'avère que c'est devenu une des meilleures allégeances qui a fait revenir Son of Behemoth sur le devant de la scène. c'est vrai. Voilà, donc c'est parti, on va attaquer tout de suite avec les traits de bataille, les amis. Donc, ça devrait aller relativement vite. Au niveau des traits de bataille, on a 4 Rampage et le Timber. Donc le Timber, il a été un petit peu rework. Grosso modo, à chaque fois qu'une unité de méga gargan ou gargan ami est tuée, on a un roll-off. On prend un point à 3 pouces et les unités à 3 pouces qui ont moins de points de vie, donc en gros on peut tomber que sur des trucs plus petits, ce qui paraît à peu près logique, peuvent se prendre des 3 blessures mortelles. Ouais, bah, c'est bien, ils ont clarifié la règle qui avant était un peu parfois Gargantuesque, parce que les gros pouvaient écraser les petits, mais les petits pouvaient pas écraser les gros, et puis tu te posais la question pourquoi les petits pouvaient écraser des archaons par exemple. Donc là, ils ont simplifié une règle tout en la rendant logique, ouais. Et donc c'est super, c'est beaucoup plus simple. Exactement, donc plutôt chouette. On passe à la deuxième qui a pas beaucoup changé visuellement, mais qui a en réalité pas mal changé, qui est un Rampage à n'importe quelle phase de charge. Si vous avez un Gargan ou un méga Gargan qui a chargé à ce tour, vous pouvez jeter un dé. À noter que ce n'est pas un Rampage une fois par tour par armée. Sur un 3+, sur un 2+, sur un des 3, vous mettez des 3 blessures mortelles. À noter aussi que, vu que maintenant ils ont séquencé un petit peu différemment, vous pouvez passer toutes vos charges si ça vous intéresse, ensuite mettre les blessures mortelles ou passer une première charge. Alors à quoi ça sert de faire ça? Ça sert à éviter de se rallonger la charge, ou infliger vos blessures mortelles tout de suite pour faire un trou et se faire de la place. Bref, ouais. Ça pour le coup c'est un vrai changement. Oui, bah c'est bien, on l'a gardé. Je pense que les subs avaient toujours besoin d'avoir ces petites blessures mortelles qui permettaient de grinder l'adversaire avant même de frapper. Ouais. Il y avait des D6 avant, non? Oui, avant il y avait des D6. En fait, on faisait du D6 quand on chargeait des non-monstres, et en fait, tu faisais D3 sur les plus petits, sur les Man Crushers, et D3 sur les monstres. C'était une manière logique, en fait, d'un peu séquencer et montrer la cohérence qu'un méga gargant fasse moins de blessures mortelles sur un énorme monstre. Donc là, ça a été simplifié, c'est toujours appréciable, et on le verra par la suite, d'autant plus que nos subs touchent vraiment beaucoup moins bien qu'avant. Ouais. Donc on sera vraiment preneur de ces blessures mortelles qui sont globalement assez faibles. Ouais, très très chouette. Le suivant, Rampage en phase de combat, une fois par tour armé, c'est littéralement un rugissement. À noter aussi que, on l'a pas dit, mais ces aptitudes ne s'utilisent que si on n'a pas utilisé de saccage à ce tour. Hein. Tout à fait. Donc il va falloir bien réfléchir au séquencement. Donc on est très content d'avoir gardé l'Aurore, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a gardé. On a des Crondis, certaines unités comme ça qui l'ont toujours. Mais en sub, c'est quand même assez important, parce qu'on va empêcher en fait le plus un save, et on a déjà de la très bonne perforation dans cette nouvelle version. Donc souvent, ça va être synonyme de tu n'as plus de sauvegarde, ou une sauvegarde à 6 ou 5 maximum. Exactement, donc franchement, un très bon effet. Le suivant, qui est littéralement le German Suplex. Donc vous prenez un monstre sur un 3+, vous le retirez et vous le remettez à 1, et la cible prend D3 BM. Ouais. Alors ça c'est fort, parce que ça permet de faire du trick, ça permet en fait de compenser des charges ratées, par exemple en venant rapprocher un monstre vers l'arrière. Ça permet simplement en fait de virer un monstre à un objectif. Bon voilà, on fait pas de dessin, c'est extrêmement fort de pouvoir reset-up une unité, encore plus quand c'est une unité ennemie et que c'est vous qui choisissez où vous la mettez. C'est clair. À noter que ça marche aussi maintenant plus exclusivement sur les monstres, mais aussi sur les machines de guerre. Voilà. Donc ça peut avoir son importance pour l'ami Olrak, au hasard. Et enfin, on passe à la dernière. Donc, une fois par tour armé, on jette un dé, c'est un anti-horde. Sur un 3+, on va jeter un dé par figurine de l'unité adverse. Sur 6+, c'est une BM pour un gargan. Sur 5+, c'est une BM pour les méga gargans. Bah, c'est très fort. Petite doléance sur le 3+. Ça reste un Rampage. Bon, c'est un peu dommage qu'il y ait un 3+ là-dessus. Maintenant, si on passe sur un pack de 10, 20, voire je ne sais combien de modèles, bah, ça va être extrêmement fort, parce que derrière, ça n'empêche pas de frapper. Et on a des méga gargantes qui sont taillées pour faire de l'anti-horde, donc c'est vraiment très fort. Ouais, honnêtement, c'est très chouette. Donc, plutôt des traits de bataille qui sont devenus assez génériques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que soit vous allez utiliser vos saccages en phase de combat
soit vous allez mettre les blessures mortelles, il y a un petit choix à faire. Maintenant, vous allez jouer suffisamment de gros pour avoir, à mon avis, la possibilité d'en claquer au moins 2-3 par tour. Ouais. Donc voilà, franchement des mécaniques d'allégeance assez balèzes. On va tout de suite passer aux sous-allégeances, aka les formations de bataille qui sont, comme d'habitude, au nombre de 4. On va commencer par la première, grosso modo, qui vous dit que une fois par bataille à votre phase de déploiement, vous pouvez choisir un héros non nommé et qui n'a pas d'artefact, et que vous pouvez lui donner un artefact supplémentaire. À noter que, comme tu l'as dit en off, ça se choisit au moment du déploiement, donc après avoir vu la liste adverse. Ouais, donc c'est super fort parce qu'on a accès à 6 artefacts, donc on verra par la suite. Donc pouvoir en fait choisir un artefact supplémentaire, bah, déjà c'est très fort, parce que globalement sur cette V4, les 4, on a vu que les artefacts étaient bons. Ouais. Et donc là, on va pouvoir en plus s'adapter à l'armée adverse, donc c'est quand même excellent. Ouais, c'est clair. On passe au deuxième. Masse assiégeante. Les méga-gargants amis ont une protection à 6 tant qu'ils sont à portée de mêlée d'un ou plusieurs autres méga-gargants amis. Ça rappelle Brod. Ça rappelle un peu Brod, qui lui avait une ward à 5 tant qu'il était à portée d'un gargante ou méga-gargante, à 3 pas. Donc là, rajouter une ward à 6 sur des sacs à PV, hein, on parle de 35 PV, 40 PV, etc. Ouais. Bah, ça rajoute virtuellement en fait 5 PV ou un peu moins. Donc c'est quand même pas mal. Et on a tendance de toute manière à jouer un peu paquet en sob. Donc c'est une bonne allégeance qui va vous rajouter un petit peu de tankiness. C'est clair, plutôt fiable. Le suivant, Jubilation guerrière, qui vous dit que vous pouvez choisir 2 unités méga gargants ou gargants qui n'ont pas utilisé de saccage à ce tour et qui vont pouvoir utiliser le Rampage d'Anti-Horde. On en a parlé un petit peu avant, le Rampage d'Anti-Horde, il est globalement très bon. En plus, c'est du 3+, donc là, vous vous assurez, entre guillemets, d'en passer un des deux, puisque vous allez jeter 2d6 et c'est du 3+. Donc c'est vraiment pas mauvais, tout dépendra de la méta. Ouais. Est-ce qu'on aura beaucoup de gros packs ou pas? Et si c'est le cas, bah, je pense que vous serez très content de pouvoir mettre pas mal de blessures mortelles. C'est clair, honnêtement plutôt bon. Et le dernier, qui s'appelle Grande Gueule, une fois par tour par armée, après avoir fait taper un méga gargant, vous pouvez faire taper une unité de gargant à côté. Alors, ça veut dire qu'il faut jouer des petits gargants, mais si vous en jouez, je pense notamment à un mob de 3, bah, c'est pas ridicule, hein. Ça permet, parce que leur défaut, c'est qu'ils n'ont pas une énorme tankiness, ils vont très vite perdre en fait, en létalité dès que vous tuez un modèle. Donc là, ça veut dire que vous pouvez enchaîner un méga gargante et votre mob, donc pourquoi pas. Ouais, Luminate Style. Donc franchement, des allégeances qui sont plutôt bonnes, ça fait assez plaisir de voir que les 4 sont quand même assez solides. On va voir tout de suite tout ce qui est optimisation pour dire un petit peu si la première est intéressante. Avant de passer aux artefacts, nous allons passer aux traits héroïques. Le premier, une fois par bataille à n'importe quelle phase de mêlée, tempérament furieux. Jusqu'à la fin du tour, vous avez plus 2 attaques sur les armes de mêlée de cette unité et soustrayez 1 à sa sauvegarde. Oui, donc en fait, c'est all-in. C'est un petit côté berserk. YOLO. Non, mais en fait, on s'aperçoit bien que les méga gargantes, on le verra après, ont des plages de dégâts assez énormes. Donc rajouter 2 attaques, c'est potentiellement rajouter quelque chose comme 15 dégâts. Hein. Surtout que ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on n'a pas vu encore les War Scrolls, mais vous avez plusieurs profils d'attaque. Exactement. Donc rajouter 2, c'est pas juste en mode Magma Drought, je me rajoute une attaque. Non, c'est là, en fait, vous allez vous rajouter entre 6 et 8 attaques. Quoi. Ouais, non, c'est extrêmement fort et avec des dégâts multiples. Donc ça peut apporter une létalité certaine. Par contre, la contrepartie, vous avez moins en save. Donc vous allez vraiment tanker comme une chips. Exactement. Le suivant, monstrueusement robuste. Vous prenez un de vos héros qui va avoir 40 PV au lieu de 35. 5 PV, c'est bon. 5 PV, c'est même très bon. D'autant plus que si on le couple à une ward, bah, ça rajoute encore plus de tankiness. Un nouveau ralliement. Ouais. Donc honnêtement, non, c'est excellent. On le voyait souvent d'ailleurs en V3 parce que c'était toujours bon en fait de gagner 5 PV, parce que quoi qu'il arrive, vos 5 PV vont vous servir. Donc là, on est sûr qu'en fait, ce passif va vous servir dans votre partie, parce qu'avoir 5 PV, bah, c'est juste très 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 bon. C'est clair. Et le dernier, qui est un espèce de totem, en gros, c'est un passif en bulle. Vos sobs vont avoir +1 à la charge, entièrement à 12. Bah, assez important, je pense, pour être agressif, parce que même si vous comptez avec beaucoup d'OC sur les objectifs, sob, on le sait bien, le tir, c'est pas non plus leur force. Et donc, être capable de venir agresser en chargeant là où vous voulez aller, en coin, etc., c'est très important. Parce que, en fait, vous allez très vite vous retrouver à cliquer, entre guillemets, une unité avec 2 méga gargantes et en disant au gars, bah attention, si tu pilines à droite, tu peux, mais tu vas devoir rester à 3 pas dans le méga gargante à gauche. Donc, tu vas devoir faire un choix et potentiellement, vous allez pouvoir bloquer un petit peu l'unité. Et donc, moins d'attaque veut dire plus de tankiness, et ça vous intéresse parce que tant que vous êtes en vie, vous avez un OC qui est
durement rivalisable. C'est clair. En plus, je trouve qu'on n'insiste pas forcément assez dessus, mais en réalité, le plus 1 à la charge en V4, à partir du moment où maintenant le redeploy se fait une fois que tous les mouvements sont faits, faut pas oublier que dans cette allégeance, enfin dans l'index Son of Behemoth, vous avez les petits qui peuvent courir et charger, et vous avez une occurrence de course et charge sur un artefact une fois par partie. En fait, vous allez baisser potentiellement le redéploiement adverse de 1 en bulle, donc c'est de la fiabilisation. Honnêtement, c'est juste très bon. Nous attaquons maintenant les artefacts de pouvoir qui sont au nombre de 6. Beaucoup trop. Pourquoi ils en ont 6 et pas les autres? Il y a plus d'artefacts que d'unités dans ce Battle Tome. Tout va bien. On va passer au premier. Donc une fois par bataille, à votre phase de charge, vous pouvez déclarer une charge même si vous avez couru. Ce que ça veut dire, grosso modo, c'est qu'il n'y a pas de redeploy et contre-charge. Ouais. Donc, c'est encore une fois, c'est fort. Hein, ça fait écho à ce qu'on vient de dire un petit peu avant. Ouais. C'est un BT qui a besoin de charger pour s'épanouir. S'évanouir ou pour s'épanouir. Ok. Pour s'évanouir, je me suis dit. C'est pour s'épanouir. Et donc, c'est façon course et charge. Ouais. C'est bon dans n'importe quel Battle Tome. Même les Battle Tome de tir sont contents d'avoir course et charge. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer beaucoup plus sur cet artefact. C'est clair, excellent. Quand vous avez 500 points qui peuvent courir et charger, c'est toujours bon. Le suivant, une fois par bataille à votre phase de déploiement, vous pouvez choisir, donc c'est marrant parce que là, on va finir quand même, vous pouvez choisir un domaine de manifestation que votre personnage va pouvoir utiliser comme s'il était sorcier 1. Voilà, c'est un peu le phase de déploiement-ception, c'est-à-dire à la phase de déploiement, on va choisir un artefact qui va vous permettre de choisir un domaine de manifestation. Ouais. C'est pas mauvais. Ouais, peut-être la doléance, c'est que vous allez devoir aller en tournoi avec 15 manifestations. Mais non, mais honnêtement, pourquoi pas? On voit bien qu'actuellement, il y a des domaines de manifestation qui sont extrêmement forts. On va penser par exemple à Morbid, avec le Purple Sun qui va vous donner une occurrence de -1 rend et qui maintenant ne vous débuffe plus. Donc en fait, ça permet vraiment d'avoir une perf qui est démentielle, et donc même les Safe Darkness, même les très tanky, ils vont claquer des fesses. Et au-delà de ça, vous pouvez même prendre d'autres domaines si vous manquez un peu de létalité, si jamais vous voulez tel ou tel effet. C'est en fait des moments où vous avez du choix de toute manière, c'est toujours bon parce que ça vous permet de vous adapter dans une armée qui a peu de modèles. Donc c'est bon. Et on se rappelle que dans la plupart des layouts des scénarios, désormais, il y a des places de pouvoir. Donc ça veut dire que vous êtes capable d'aller chercher assez facilement votre plus un cast et de fiabiliser vos invocations. Ouais. Et on verra un petit peu une fois qu'on aura vu l'ensemble des artos, mais il faut toujours avoir en tête l'allégeance qui vous permet de choisir au début de la partie un deuxième arto. On passe au troisième qui est absolument colossal. Une fois par partie à votre phase de mêlée, toutes les unités Son of Behemoth entièrement à 12 vont avoir un +1 pour toucher sur une armée qui est en général en 4-2. Oui, donc là on va faire un petit spoiler, tous les sobs touchent à 4, ce qui n'est pas terrible. Le fait d'avoir un +1 en bulle, le tour où vous devez rentrer dans l'art de votre adversaire, c'est juste monumental, parce que ça va vous permettre de compenser des éventuels malus, et en plus de mettre +1. Donc c'est quand même très fort. C'est trop fort. Honnêtement, c'est super balèze. Alors on se dit oui, c'est une fois par partie. En général, c'est des effets qu'on n'aime pas trop, les trucs une fois par partie. Maintenant, il faut savoir que quand vous avez 2 sobs l'un à côté de l'autre, vous avez 1000 points. Donc avoir un +1 touche sur 1000 points qui vont du coup pouvoir récupérer un +1 save, honnêtement, c'est excellent. Le suivant est un passif ajouté 1 à la caractéristique d'attaque, de perforation et de dégâts du piétinement surpuissant ou piétinement surpuissantissime de cette unité. Waouh. Bon, concrètement, c'est cette attaque un peu pas anti-horde, mais cette attaque anti-infanterie qu'on trouve sur tous les profils des Gargantes. Donc ça reste intéressant, ça rajoute de la létalité. Dépendamment du match-up, ça pourrait être intéressant dans l'optique où vous jouez la sous-allégeance qui vous donne un artefact supplémentaire. Parce que clairement, sinon vous ne le prendrez pas d'office, il y en a d'autres qui sont bien meilleurs. Le suivant est un passif qui vous dit qu'à chaque fois que vous allez faire un 6 à la save non modifié, vous allez renvoyer une blessure mortelle. Bon, je pense pas que ça soit totalement affreux dans la mesure où vous avez énormément de PV, vous allez faire beaucoup de sauvegardes, vous êtes capable de rajouter des wards, d'améliorer vos sauvegardes, d'avoir plus de PV avec un trait héroïque. Donc pourquoi pas, si jamais... vous affrontez, la saturation, du Night Taunt. Non mais exactement, si jamais vous affrontez typiquement du Night Taunt ou des armées qui vont balancer énormément d'attaques et que vous savez que quoi qu'il arrive, si ça vous touche, votre géant va mourir, autant emporter dans votre tombe l'unité avec, parce que vous allez jeter énormément de dés et faire des blessures mortelles.
Encore une fois, on n'ira pas le chercher d'office, mais dans une sous-allégeance où on aurait l'artefact en plus, pourquoi pas. Ouais, à noter du coup, c'est une question qui revient relativement souvent, mais même si vous êtes mort et surmort, vous devez faire tous vos jets de sauvegarde. Donc s'il vous reste 2 PV et que vous prenez 61 patates de Blade Guest, vous faites vos 61 sauvegardes. Oui, tout à fait. Voilà, donc vous pouvez tuer même après votre mort théorique. C'est ça qui est beau. Le dernier est un passif, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de cette unité, tant qu'elle est en mêlée avec un héros ennemi. Je trouve qu'en ce début de V4, on voit beaucoup de gros héros, gros héros monstres. Donc rajouter une attaque sur chaque profil, c'est pas si affreux dans la mesure où c'est souvent des grandes plages de dommages. Donc en fait, plus une attaque sur chaque profil, ça peut virtuellement vous rajouter entre 10 et 12 dégâts. C'est quand même pas du tout anodin. Ouais, c'est clair. Donc vis-à-vis de ces artos, honnêtement, je trouve que le build vers lequel on a envie d'aller, si on part vers l'allégeance de 2 artos, c'est peut-être de se dire qu'on va aller chercher le plus à la touche en bulle, et le deuxième qu'on va pouvoir pick au moment où on veut, dépendamment de ce qu'on a en face. Et du match-up, exactement. On va tout de suite passer au War Scroll de cette allégeance, en commençant par le dieu de la destruction, l'ami Kragnos. Donc Kragnos, le haut niveau châssis, on l'a dit, c'est save à 4, ward à 5, 10 de move, 18 PV, 15 de score de contrôle, donc il n'est pas non plus complètement largué. 6 attaques en 3-2, moins 3-4, 3 attaques en 4-2, moins 2d3, crit de touche, et 6 attaques en 3-2, moins 1, 2. À noter surtout qu'il a le mot-clé Son of Behemoth. C'est quand même un beau changement. Il a toujours sa règle anti-sort qui fait que sur un 3+, il ignore le sort. Il a sa règle qui dit qu'on peut pas le tuer avec la main de poussière. Il a toujours cette règle à la phase de charge où il prend les unités avec lesquelles il est engagé sur un 2+, il met la valeur de dégâts, il met la valeur en blessure mortelle. Si c'est un monstre, il fait 2d6. Si ça fait pas 7, il multiplie les dés et il met 36 BM. Ça, c'est la stat. Et surtout, il a toujours sa règle iconique de charge à 3d6, entièrement à 12 de lui. Ouais. Que dire, c'est un gros ton qui synergise globalement avec tous nos méga gargantes parce que gagner une charge à 3d6, c'est monstrueux. Ouais, surtout quand on a course et charge. Quand on a course et charge, ou qu'on a des occurrences de plus 1 à la charge, etc. Le fait qu'il puisse pas être one-shot, c'est bien, parce que ça veut dire qu'en fait, on a une armée où rien ne peut être one-shot. Et puis, l'immune à la magie, c'est aussi très fort, parce qu'on trouve pas mal de magie qui contrôle. En ce début de version, je pense notamment aux Stormcast, qui vont vous retirer un dé à la charge. Ça pourrait être problématique, Kragnos, c'est énormément de points, donc on a envie qu'il fasse quelque chose. S'il ne fait rien à chaque tour, c'est quasiment pas rentabilisé. Donc non, il tape extrêmement fort. Après, il n'y a pas tant que ça d'attaque, donc il peut y avoir des craquages, mais il touche quand même globalement bien. Donc non, c'est une bonne unité. Maintenant, il vaut très cher, dans un BT où la moindre figurine vaut également très cher. Donc... ce qui est un petit peu compliqué pour lui, c'est que... Brod est très bon, honnêtement. Se balader avec lui plus Brod, en fait, ça va être compliqué niveau objectif. Il a quand même pour lui d'avoir le mot-clé Sob, ce qui fait que typiquement sur l'arto qu'on a vu précédemment, le plus un touche en bulle, en fait le mec va être en 2-2 sur ces 2 profils qui tabassent fort. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant, c'est quand même un coup en point énorme, et en fait Brod est juste trop bon, quoi. Ouais. Après, je serais pas étonné qu'on arrive à avoir des builds quand même avec lui. Je veux dire, ou même en équipe, parce qu'il faut quand même aller le chercher. Ok, il a perdu de la sauvegarde, mais bon, maintenant il a une ward à 5, puis on peut le rallye. Donc c'est pas si simple de le tuer. On passe tout de suite au premier vrai Son of Behemoth, l'ami Roi Brod. Donc le Roi Brod, c'est un prêtre de niveau 1 déjà, pour commencer. 10 de move, sauvegarde à 4, 40 points de vie, 20 de score de contrôle flat. Au niveau du profil de close, il a 6 attaques en 4-2, moins 2-5, 2 attaques en 4-2, moins 2d3, anti-infanterie, et une attaque anti-héros en 4-2, moins 2d6. On va pas le dire, mais tous les War Scrolls de Son of Behemoth, pour les gros en tout cas, ont 2 règles. Longue jambe, qui peuvent survoler, ce qui fait 4 pouces ou moins, et la règle Fils de Behemoth, qui dit qu'il ne peut pas se faire one-shot. Au niveau des passifs, il en a un premier qui dit qu'il ne peut pas subir de saccage. C'est juste super balèze. Ça a changé un petit peu par rapport à la règle qu'il y avait avant, qui était assez pénible. C'était un rôle. Ouais, c'était un rôle. Et c'était le premier rampage. C'était le premier, bon bref, voilà. Donc là, il peut pas subir de rampage, c'est hyper balèze. Et surtout, sa prière a changé, elle est incroyable. Donc valeur de lancement 2-5, vous avez le choix entre un +2 au mouvement, soigner tous les sobs, y compris Kragnos, potentiellement 2d3, ou récupérer un +1 à la perforation d'armure sur les attaques principales des War Scrolls. À noter que si vous faites un 10 ou plus, on pense toujours au précast, vous pouvez choisir 2 effets. Ouais.
Bah, il est super fort, hein. Il a 40 PV, donc un peu plus que les autres. Il tape très bien, il a gagné plus d'attaques par rapport à l'ancienne version. Bon, maintenant, il touche à 4, avant, il touchait à 3. On peut noter, je vais dire maintenant, les longues jambes qui permettent de passer à travers les modèles ou les éléphants de décor qui font 4 ou moins. Bah, c'est fort, parce qu'avant, c'était qu'en phase de mouvement, et là, c'est pas précisé. Ouais. Donc pour moi, on peut le faire à la charge, on peut le faire lors des rampages où on peut bouger, etc. Donc c'est extrêmement puissant, parce que de se prémunir, enfin, c'est dur de se prémunir de ce type de mouvement. Donc il a gagné en létalité. Maintenant, sa prière, on peut claquer l'effet, on peut spammer le même effet. Ça, c'est super pertinent. Et donc, je pense qu'il sera probablement auto-include dans toutes les listes. Ouais, c'est clair. Honnêtement, il est super bon. Être prêtre, c'est genre colossal. Ouais. On le voit, hein, les prières dans le jeu aujourd'hui sont... pour moi, elles sont au-dessus des spells, dans le sens où en fait, il n'y a pas de dispel équivalent pour les prières. Donc finalement, bah, vous allez précaster, va falloir faire 5, enfin 6 potentiellement si vous précastez en 2 rôles. Les effets sont colossaux. Au T1, bah, avoir plus de moves, ça vous assure de pouvoir faire les bords de table. Ouais. Bref, honnêtement, c'est un Warscroll qui est hyper bon et qui risque peut-être d'éclipser un petit peu la Micragnos. Ouais. Warscroll suivant, le Beast Smasher. Donc maintenant, ils ont tous le même châssis. 35 points de vie, 10 de move, save à 4, 20 d'OC. Alors lui, il est anti un petit peu tout. Il a 4 attaques de menhir en 4-2, moins 2-5 anti-monstre. On est moins 3-5 dans la tête, tu commences un petit peu à faire la gueule. 2 attaques en 4-2, moins 2d3 anti-infanterie, et une attaque en 4-2, moins 2d6 anti-héros. Il a les règles de Sob. Il a en plus la règle particulière qui dit que au lieu de taper, s'il est sur un monstre, il peut faire 4+, 5 décibm. Une règle qu'on adore, hein. Ah ouais. Surtout en tournoi. À noter que du coup, avant, c'était pas mal utilisé quand on était dans des profils hyper dégressifs. Quitte à emporter quelqu'un, on allait le faire avec les BM, pas autrement. Et surtout, il a une règle en passif, soustrayez 1 à la caractéristique d'attaque des monstres ennemis tant qu'ils sont en mêlée avec cette unité. Ouais, bah bon, alors déjà, il est pas spécialisé puisqu'il est anti-monstre, anti-infanterie, anti-héros. Ouais. Non, bah, blague à part, c'est clairement un anti-monstre. Le rampage, bah effectivement, quand vous serez très dégressif ou quand vous serez face à un monstre qui a une énorme sauvegarde, vous allez peut-être accepter le 4+, et faire 5 décibm, ce qui est colossal. Ce qui est con. Ce qui est colossal. Et puis même si vous terminez pas le monstre, bon bah déjà il aura moins une attaque et on remarque souvent que les monstres, les dragons, etc., c'est 2 attaques de gueule, 3, maximum 4. Donc perdre une attaque, c'est quasiment divisé par 2 la létalité la plupart du temps. Donc c'est quand même extrêmement fort. Maintenant, on le jouera dans une méta orientée monstre. Mais en ce début de V4, de ce que je vois, il y a quand même beaucoup de monstres. Ouais, puis honnêtement, je veux dire, même s'il tape pas sur du monstre, t'en vois quand même, je pense, avec des plus 1 hit ou les artos, 4 parpaings en 3-2, moins 2-5, ça détend quand même à peu près tout le monde, pas que les monstres, quoi. C'est honnête. Voilà, donc honnêtement, une belle bête. Perso, c'est pas mon préféré, mais intéressant. Ouais. On attaque maintenant le méga gargant Briseport. Le pourfendeur de Terran Faction. Le casseur de fenêtres. Donc il a un tir, une attaque 3-2, moins 3-4, ça va pas changer, je crois. Ouais. Ouais, toujours sympa. Au niveau, alors là c'est un mot-clé qu'on a découvert en le jouant, alors, je trouve ça excellent. C'est un personnage anti-terrain de faction. Voilà. Si votre adversaire, au cas où, si votre adversaire joue 2000 points de terrain de faction, clairement, il est top méta. Donc il a 6 attaques en 4-2, moins 2-4, anti-terrain de faction plus impair, 2 attaques en 4-2, moins 2d3 anti-infanterie, une attaque en 4-2, moins 2d6 anti-héros, les règles de Sob classiques. Il a toujours sa capacité, au lieu de taper 4+, 4 décibm, lui c'est sur tout le monde. Ouais. Et il a une règle sympathique vis-à-vis des terrains de faction. Grosso modo, c'est un équivalent de Rampage une fois par tour. Choisissez un élément de terrain à 3 pouces. Si la cible est un terrain de faction, infligez D3+3 blessures mortelles, puis jetez un D3 pour chaque unité qui n'est pas monstre et qui est à 3 pouces. Sur 2+, infligez autant de dégâts mortels à l'unité que le résultat du jet. Bon, première doléance, il a perdu 1 de perforation, son arme principale. On sait pas trop pourquoi, parce que il était moins 3, c'était bien moins 3. Bah si, il suffit de taper sur des terrains de faction. Oui, tu as raison. Et il la récupère. Non, mais c'est vrai que moins 2, c'est un peu léger. C'est un peu léger quand on touche à 4 et qu'on a que 6 attaques, je trouve. Maintenant, il a toujours son effet 4+, qui se coule, qui permet en fait potentiellement de nullifier la sauvegarde et d'aller faire des dégâts là où c'est intéressant. Donc ça, c'est bien, même si c'est gamble, on est d'accord. Et il a son effet... Alors, oui, on fait des dégâts au faction terrain, mais quoi qu'il arrive, on peut quand même faire des blessures à tous ceux autour d'un terrain. Ça, honnêtement, c'est plutôt honnête, parce qu'entre les forêts obscuring, les places de pouvoir, etc., vous allez souvent réussir en fait à faire des blessures mortelles à droite à gauche. Donc voilà, du coup, il a quand même un effet qui se coule sur les terrains de faction. Maintenant, sur les terrains normaux, dépendamment on va dire du layout, etc., comme tu le disais, vis-à-vis des terrains de pouvoir et ce genre de choses, ça peut faire des blagues. Oui, c'est ça. Je veux dire, mine de rien, ça sera dur d'esquiver tous les décors, parce qu'on joue pas mal avec les décors dans cette version.
Ouais. Donc c'est pas anodin, je pense qu'il peut venir grappiller des blessures mortelles sur 2-3 tours et ça peut faire la différence. Nous enchaînâmes avec le Kraken Eater, même châssis que les copains. 3 tirs à 24 pouces en 4-3 moins 1 des 3. Au niveau du close, 4 attaques en 4-2 moins 2-4. 2 attaques en 4-2 moins 2 des 3 anti-infanterie. Bref, de toute façon, les 2 attaques de la fin, c'est toujours les mêmes. Il a toujours ses passifs et il a toujours sa règle assez sympa, une fois par tour pour l'armée. Ça a d'en jouer 6 à votre phase de héros. On prend un objectif à 1 pouce de cette unité comme cible. Alors à noter que maintenant l'objectif, c'est le petit socle de 40 au milieu. Hein. Ouais. Je me suis loupé sur une des parties. C'est bien le petit socle de 40 au milieu. Oui. Sur un de plus, vous le bougez de 2d6 à plus de 1 pouce des figurines, éléments de terrain et autres objectifs. En sachant que les objectifs ont quand même pas mal diminué. C'est quand même relativement excellent. Et enfin, dernier effet, il a sa besace. Donc grosso modo, n'importe quelle phase de mêlée, vous jetez 3D. Pour chaque jet qui est au moins le double de la caractéristique de point de vie de la cible, vous retirez une figurine de l'unité. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est chouette. Il est chouette. Le fait de pouvoir cliquer les objectifs, c'est très fort, parce qu'on se rappelle, hein, le SOB joue autour du contrôle objectif jusqu'à ce que tu arrives à me tuer, et après tu vas reprendre un peu le primaire. Donc le fait de pouvoir le mettre en arrière, bah, ça oblige votre adversaire à passer tous vos sobs avant de scorer du primaire. Et puis on se rappelle, hein, on a des effets dans les scénarios du manuel général où on a des objectifs de flanc, des objectifs de centre. Donc ça permet en fait de, par exemple, contrôler les 2 objectifs de flanc, mais en mettant le flanc chez vous. Bon bah c'est pas si mal. Ouais. Donc il tape correctement, ce sera pas son rôle principal d'aller faire de la bâche, mais par contre c'est un bon sob de contrôle. Et le fait de manger des figurines, alors c'est beaucoup moins fort qu'avant, parce qu'avant on ciblait les modèles, et donc ça permettait de casser des cohésions, des choses comme ça. Bon bah là c'est juste que vous allez tuer des modèles, vous allez tuer assez facilement des modèles à 1 PV, voire à 2 PV. Donc bah, ça reste des PV pris, hein. C'est même meilleur que de la blessure mortelle. Donc c'est clair. Honnêtement, c'est pas mauvais. C'est plutôt une espèce de totem, tu vois. Je le vois bien comme un porteur d'artefacts, de bonus de charge, ce genre de choses. Pas celui qu'on va envoyer pleine balle au milieu. Maintenant, faut quand même le respecter un minimum. Et surtout, son truc vis-à-vis des objectifs est quand même assez chouette. Ouais, tout à fait. On passe maintenant à mon petit préféré, le Warstomper. Donc lui, c'est une machine à tuer l'infanterie. Vous allez voir, il est très chouette. Au niveau de son profil de corps à corps, de base, il a 4 attaques en 4-2, moins de 2 anti-infanterie plus impair. Il faut respecter. 4 attaques en 4-2, moins 2 des 3 anti-infanterie plus impair. Et l'attaque sur les héros, qui est sympathique. Les règles de SOB. Il a une règle corps projeté, donc grosso modo, c'est une espèce de besace où il balance la figurine sur une autre unité à 12 pouces pour lui mettre des blessures mortelles, comme avant. Et maintenant, il a un passif qui a changé. Avant, c'était un petit peu fastidieux, fallait compter le nombre de figurines, etc. Fallait se mettre d'accord avec son adversaire. Bon, là, grosso modo, l'unité sur laquelle il tape va avoir plus 2 attaques par tranche de 5 figurines dans l'unité. Donc, imaginons, aller au hasard, 40 rats d'éclan. Ouais. Ou même, 40 rats d'éclan, c'est pas mal. Bah, vous faites un petit plus 8 attaques sur l'attaque en 4-2, moins 2, 2 anti-infanterie. Donc, vous pouvez passer potentiellement, je pense que dans un monde réaliste, ça sera déjà plus 4 attaques, où tu as déjà quand même 8 attaques en 4-2, moins 3-2 sur l'anti-infanterie. Bref, une bonne meuleuse à infanterie. À noter qu'il ne faut pas le négliger, mais anti-infanterie, ça marche aussi sur les héros infanterie. Hein. Ah, bien sûr. Donc, c'est quand même une bonne machine à tuer les petits héros piétons et la horde. Bah concrètement, il gagne plus d'attaques, il gagne plus d'attaques qu'avant parce qu'il était capé avant. On ne pouvait pas dépasser 10. La contrepartie, c'est qu'avant, vous pouviez en fait être buffé par les infanteries et taper un héros ou un monstre à côté. Là, c'est vraiment les bonus seront sur l'unité que vous tapez. Donc, c'est un vrai pur anti-horde. Et dans son rôle, il est excellent. Et donc, il peut même monter à moins 4 avec Brod, etc. Donc, c'est quand même... c'est vraiment très violent. Hein. Je veux dire, quand vous allez lancer dans des élus 8 patates en 3+2+, moins 4 dégâts 2, bah ça fait des dégâts. Hein. Ouais. C'est clair. Donc honnêtement, un kit assez sympa. Moi, ce que j'aime surtout au niveau de game, c'est qu'on le voit vis-à-vis des différentes règles. Ils ont vraiment rendu les choses fluides en jeu. Oui. Parce que honnêtement, cette règle a été chiante pour se mettre d'accord avec son adversaire. Il y a combien de figurines? Bon, là, au moins, c'est clair. Et puis surtout, ça évite les petits abus dans le sens où je me buff via l'infanterie et je cogne sur le héros à côté. Bref, là, il est là pour être anti-horde, comme tu l'as dit, et il fait très bien ce boulot. Nous allons maintenant passer à pléthore d'unités non-héros de ce Battle Tome, à savoir les Man Crushers. Donc les Man Crushers, 8 de move, 5, 8 et pas 10. C'est important de le noter. C'est vrai. 5 de sauvegarde, 12 points de vie, 10 de score de contrôle, un gros caillou à 12 pouces en 5-2, moins 2 des 3, 4 attaques de close en 4-2, moins 1-2, une attaque en 4-2, moins 2-4 et une attaque en 4-2, moins 2 des 3.
Ils ont une règle assez sympa qui dit que lorsqu'ils sont entièrement à 12 d'un méga gargant, cette unité peut charger même si elle a utilisé une attitude de course. Donc, premier point, c'est que ça permet de faire un redeploy contre charge. C'est cher, mais ça peut être sympathique. Et ils ont toujours leur besace où, grosso modo, il faut faire le double de la caractéristique de point de vie. Et ils gobent une figurine. À noter que vis-à-vis de la règle de BM d'impact, quand on joue le mob avec les 3, vous allez rajouter une blessure mortelle par figurine dans l'unité, donc potentiellement D3 plus 3, et non pas 3D3 plus 3, bien évidemment. Exactement. Non, bah, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu la troupaille pas chère et populeuse du Battle Tom. C'est la garde d'honneur, quoi. Ça, c'est exactement. Non, mais typiquement, vous allez en jouer un pour donner moins une attaque derrière votre général. Vous allez vous en servir pour faire écranter, pour faire des contre-charges, pour en fait ne pas donner votre méga gargante. Voilà, c'est vraiment, vous n'allez pas vous en servir pour la létalité parce que ça touche pas bien, ça n'a pas un gros volume d'attaque, le tir est exotique. Malgré tout, c'est un bon toolkit pour faire tout ce qui est à côté, protéger vos héros, faire vos tactiques, contrôler les objectifs sans laisser un méga gargante dessus, parce qu'ils ont OC10 mine de rien, ils sont pas battle damage, donc on peut pas les réduire. Donc c'est-à-dire que même un monstre en face devra tuer, enfin un gros monstre OC10 devra le tuer pour reprendre l'objectif. Donc non, c'est une très bonne unité. C'est clair, honnêtement assez sympa, puis c'est toujours bien, je trouve, dans un Battle Tom d'avoir des occurrences de redeploy contre-charge, parce que pour le coup, on s'y attend en général assez peu. Ouais, voilà. C'est vrai. Nous en avons donc terminé de ce Battle Tom Sob. Mon petit Romain, toi qui as poncé la fin de V3 avec Sob comme jamais, qu'est-ce que tu penses des changements? Quels sont tes pronos? Et que dis-tu de cette nouvelle mouture d'Index? Oui, c'est un peu dur sans recul, parce qu'on est toujours sur un Battle Tom qui est assez différent du reste de la méta. On n'a pas beaucoup de modèles, on joue sur le OC. Bah, le premier feeling que j'ai, c'est que on touche à 4+, donc c'est quand même très frustrant dans le sens où tout touche à 4, on n'a pas un volume d'attaque non plus phénoménal, à part ceux qui vont comme celui qui va synergiser sur l'anti-horde, on aura beaucoup de volume d'attaque. Globalement, on va jeter moins d'une dizaine de dés. Sur du 4 et même sur du 3, si vous mettez un plus un hit, bah, les craquages se font. Et on est quand même, prenons Brod qui a 6 attaques, Rainement 2, dégâts 5, bah, le moindre 1 ou le moindre 2, ça va vous retirer 5 dommages. Et je compte pas le nombre de fois où déjà en 2+2+, ou en 3+2+, vous perdiez 3 attaques sur votre 2+2+. Donc là, il y a vraiment des tours où vous allez ne rien faire parce que vous allez craquer, et c'est normal, faut apprendre à jouer avec. Maintenant, on a quand même des outils pour prendre de la prise d'objectif. On va peut-être pas jouer du tout les mêmes listes qu'on jouait en fin V3 avec des Gatebreakers. On va plutôt voir du Kraken Hunter, on va plutôt voir du Brod, c'est sûr. En fait, on va avoir du Kraken Hunter, on va avoir du Brod, on va avoir du Warstomper, peut-être du Beastmatcher selon la méta. Si vraiment vous aimez pas les factions terrain, vous jouerez peut-être le Gatebreaker. Mais non, moi je trouve que c'est assez sympa parce qu'on a des battle formations qui sont bonnes, des artefacts qui sont bons et vraiment, je pense qu'on pourra jouer les tactiques. Même si les tactiques de destruction ne sont pas les plus simples, malheureusement, mais je pense que Sob arrivera à se débrouiller. Ouais, ce que je trouve très bien, et je trouve que c'est extrêmement bien amené, grosso modo, c'est vrai qu'avec Sob, on a toujours ce problème de se dire que vu que c'est une armée qui est hyper atypique, ils ont des match-ups qui sont extrêmement clivés, voilà. Et en fait, le fait de pouvoir aller chercher des petites optimisations, artefacts, voire domaines de manifestation au début de la partie, en fait, ça vous donne, mine de rien, de l'adaptabilité sur une armée qui en a à peu près 0 dès le list building, genre réellement. Et voilà, je trouve honnêtement que c'est pas mal. Donc honnêtement, je trouve que le Battle Tom est plutôt réussi. Maintenant, à voir ce que ça va donner sur la version. C'est un BT qui peut changer du tout au tout avec une sous-allégeance ou avec un régiment de renom, ce genre de choses. Donc voilà. Bah écoute, merci mon petit Romain. Bah merci à toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, vous avez tous les liens en description, les amis. Vous connaissez. Sinon, un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir. On vous embrasse et on vous dit salut.